Madame, Messieurs, bienvenue à notre entretien du jour. La République démocratique du Congo a choisi la décentralisation comme mode d'organisation et de gestion du pouvoir, un processus qui devrait rapprocher l'administration des citoyens avec pour finalité l'amélioration de la gestion et surtout de la qualité de la vie. Justement, ces mots font partie du mal congolais, de la question que faire pour réussir la décentralisation. Nous rappellerons l'état des lieux, nous épinglerons les défis et le plus important sera de formuler des recommandations. Ça sera donc l'essentiel de nos échanges du jour ici au studio de la Fondation Friedrich Ebert à Kinshasa, fondation qui s'intéresse notamment sur les questions de la démocratie, ce qui implique la bonne gouvernance. Avec nous dans ce studio, Madame la princesse Dominique Munongo Inamizi, députée nationale, élue de Lubudi dans le Lualaba. Bonjour. Bonjour, madame. Maître Donald Sindani, vous êtes député national, élu de Massi-Manimba dans le Kwilu. Vous allez bientôt accueillir la conférence des gouverneurs. Ça sera une première dans ce coin-là. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Christian Moleka, politologue, analyste, consultant, président de la DIPOL, dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Merci d'être là. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Monsieur Jonathan Chouka, coordonnateur de l'Observatoire congolais pour la gouvernance locale. Bonjour madame. Professeur Ursule Lelodi Makungu, ça sera lui notre matériel didactique. Passez-nous l'expression. Vous êtes bénéficiaire d'un appui à la recherche de la Fondation FES sur justement la question de la décentralisation. Alors, d'où la conclusion, ça sera l'intitulé de votre recherche qui paraîtra bientôt grâce à la Fondation Friedrich Ebert, intitulé « Insuffisance pondérale de la réforme de la décentralisation en République démocratique du Congo ». Bonjour. Bonjour. On commencera par vous, par la petite synthèse de votre travail. Merci madame la journaliste. En réalité, la décentralisation est consacrée dans la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est modifiée et complétée en ces jours. Contrairement aux autres réformes de la décentralisation, aussi bien inscrites dans la loi fondamentale et autres constitutions, et spécialement la décentralisation de 1977, la décentralisation de l'ordonnance loi de 1982 et voir la décentralisation de l'ordonnance loi également de 1995 et voir la décentralisation de 1998. La décentralisation telle qu'est inscrite dans la Constitution du 18 février 2006 consacre des types de décentralisation. Et la première décentralisation, elle est d'ordre politique et d'ailleurs, elle s'apparente plus à la forme de l'État, qualifiée de régionalisme constitutionnel, et d'autres parlent de l'État fortement décentralisé. Et au même moment, les constituants ont consacré la décentralisation administrative comme mode de gestion du pays avec 4 entités territoriales décentralisées, à savoir la ville, la commune, le secteur et chefferie. Alors, lorsqu'on essaie d'analyser cette constitution en vigueur en République démocratique du Congo, le pays s'est inscrit avec des niveaux du pouvoir, le pouvoir central, ainsi que la province comme niveau du pouvoir doté des institutions politiques, à savoir l'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux, et également la Constitution qui garantit les compétences des provinces en termes de répartition des compétences conquérantes et des compétences exclusives, mais également en mettant en place un arbitrage juridictionnel. Tout ça, c'est ce qu'on peut lire sur le papier, mais qu'est-ce que la population comprend? Effectivement, ce que la Cour constitutionnelle a été instituée comme étant l'arbitre pour réguler les conflits de compétences entre pouvoir central et province, mais également la conférence des gouverneurs comme un instrument d'harmonisation des vies politiques. Et pour mettre en œuvre cette réforme aussi importante,
il y a le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, l'institution d'une structure d'appui à la décentralisation qui est la CETAD, cellule technique d'appui à la décentralisation, la mise en œuvre d'un cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation avec un chronogramme d'action pour matérialiser la réforme. Mais entre le prescrit juridique et réalité sur le terrain, on peut noter qu'au même moment que les constituants ont mis en place cette réforme institutionnelle de l'État, la décentralisation se duplique avec le découpage territorial. Alors, ce qui a fait en sorte que la nouvelle constitution en vigueur a fait basculer le nombre de provinces de 11 à 26 provinces. C'est qu'on a mis en place plusieurs réformes au même moment. La réforme de la décentralisation politique, la réforme de la décentralisation administrative et le découpage. Et même sur le plan du découpage, quand on parle de découpage, on voit qu'il y a la province, mais on ne voit pas les découpages locaux parce que à travers le paquet des lois de mise en œuvre de la décentralisation, nous avons le basculement des territoires jadis qui étaient des entités territoriales décentralisées qui deviennent des entités déconcentrées. C'est les secteurs et chefferies en milieu rural qui deviennent des entités territoriales décentralisées à côté des villes et communes. Mais à cela, il y a également les communes rurales. Alors, dans la mise en œuvre de la décentralisation, nous nous rendons compte qu'il y a un problème d'effectivité, d'efficience, de performance, de cohérence, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes en face à la majorité d'entités. D'abord, au niveau provincial, nous avons 16 sur le 26 provinces, 16 provinces qui ne sont pas viables. Et ça, il y a une étude de la Banque mondiale qui est en train de le prouver. Et ces provinces sont sous la perfusion financière permanente du pouvoir central, si bien qu'on peut se poser la question, comment peut-on vivre une décentralisation avec des entités qui n'ont pas d'autonomie financière? Deuxième observation, c'est que nous avons un problème de transfert des compétences. La majorité des compétences qui sont reconnues en province ne sont pas transférées aux provinces. La conséquence, nous avons un problème également de l'autonomie en termes de financement de la décentralisation. D'abord, la réforme elle-même est financée à 99% par le bailleur de fonds, ce qui pose un problème par rapport à l'appropriation politique d'une réforme aussi stratégique qui touche à la vie de l'État et de la nation. Et au-delà de ces problèmes de financement, il y a le problème de la viabilité des institutions. La plupart des provinces concernées ne sont pas viables, et au niveau national, et au niveau provincial, et au niveau local. La conséquence, c'est que nous vivons la sous-administration, la prolifération des entités non viables qui sont à la base de la production d'espace d'ingouvernabilité. Nous espérons que dans tout ça, vous aurez quand même des recommandations. Sinon, on a déjà arrêté les échanges parce que c'est chaotique. Alors, parce que nous avons à côté de vous, justement, des représentants des provinces et viables et non viables, on va essayer de faire cet exercice en commençant par vous, Princesse Dominique, chez vous avec le démembrement du Grand Katanga de l'époque. Il y a quand même des indicateurs positifs quand même. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, madame, pour la question. Effectivement, nous avions eu... C'est mitigé. On peut se dire, oui, c'était positif dans la mesure où les populations se sont quand même rapprochées des responsables dans certains coins comme le Tanganyika, la province donc du Tanganyika, le Lualaba, il y a aussi le Olomami. Mais le Olomami n'est pas tout à fait viable, donc c'est un peu, on a quelques petits problèmes encore parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. On y allait petit à petit. À l'époque du Grand Katanga, tout était focalisé sur Lubumbashi parce que c'était le chef-lieu. Tout le monde venait à Lubumbashi. Il fallait une certaine visibilité.
bon, d'un côté, c'est pas mauvais qu'il y ait eu ce découpage. Mais maintenant, on n'avait pas oui, préparé. On n'avait pas préparé, on n'avait pas préparé la population à cela. Et c'est là qu'il y a des petits conflits qu'on voit ressurgir à gauche, à droite, parce qu'il fallait sensibiliser, préparer les gens à ce qui est ce découpage, notamment les gens. On avait vu le premier gouverneur qui est venu, c'était à l'époque de Kazembe, un gouverneur qui a déplacé, comme il y avait découpage, il dit bon, ici c'est le Haut-Katanga, vous les autochtones, les originaires de Olomami, rentrez chez vous, parce que maintenant vous avez votre province. Voilà. Ceux du Lualaba, rentrez chez vous, vous avez votre province. Alors que c'était des gens de l'État. Donc ça a perturbé, ça a exacerbé des petits conflits que vous ne sentez peut-être pas au niveau de Kinshasa, mais nous, à l'intérieur, dans le Grand Katanga, on le ressent. Et la gestion est compliquée. Mais la gestion aussi, évidemment, on s'en ressent parce que d'abord, il faut maintenant permuter les gens, les mutations, parce que tel doit rentrer dans sa province d'origine. Et il n'y a pas de place pour tout le monde parce que sur place, il y avait déjà des gens qui travaillaient. Et pour ajouter quelque chose, j'étais bourgmestre de la commune de Likasi. Ah oui. Oui. Pendant 3 ans, donc, j'étais vraiment au fait de la gestion au quotidien d'une entité territoriale décentralisée. Donc, il y a quelques difficultés, mais aussi de bonnes choses. Le Lualaba s'est organisé, mais n'oubliez pas, le Lualaba, c'est quand même 5 territoires. Donc, on est en train d'y aller petit à petit. Comme toujours, c'est toujours le chef-lieu qui est d'abord privilégié, donc Kolwezi. Mais il y a encore d'autres, il y a beaucoup de choses à faire, mais là-bas, ça va, on s'en sort tant bien que mal à cause des sociétés minières. Vous savez qu'il y a beaucoup de sociétés minières et c'est ça qui permet, avec la redevance minière, de pouvoir s'organiser non seulement sur place, mais aussi au niveau de certains territoires. Maître Donald Sindani, chez vous, dans le Bandundu, il n'y a pas de mine, hein. Jusqu'ici, il n'y a rien. Comment ça se fait? Vous faites partie des coins non viables, justement. Des 16 sur le 26 décriés par le professeur tout à l'heure. Oui, merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Effectivement, nous n'avons pas de mines, mais la République ne peut pas vivre seulement des mines. Nous avons autre chose. Nous avons notamment l'agriculture. Oui. Et vous avez l'autonomie, justement. L'autonomie de gestion. Alors, je voudrais d'abord relever le fait que la décentralisation en elle-même comme mode de gestion est bénéfique pour la République. Mais les problèmes, ce sont des mesures d'accompagnement qui n'avaient pas été prises à temps. En ce qui concerne la province du Kwilu, par exemple, la ville de Bandundu était déjà la capitale de la province de Bandundu. Donc les infrastructures de base existent. Mais dans un état de délabrement fort avancé, lorsque vous m'aviez présenté tout à l'heure, vous avez dit que nous allions recevoir la conférence de gouverneurs. Et je vous avoue que les défis sont énormes parce que il y a des problèmes d'infrastructure d'abord. Mais au-delà de cela, ma collègue vous a dit que chez eux, il y a la redevance minière. Chez nous, la pauvreté est au rendez-vous. Elle a été bourgmestre. Moi, j'ai été en 2021 président de l'Assemblée provinciale. Et donc, je peux vous donner l'expérience de la gestion de cette institution et jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire... Et surtout des conflits entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Oui, mais la base de plusieurs conflits, c'est la pauvreté. C'est parce qu'il n'y a rien à l'Assemblée et que les députés doivent aller vers les gestionnaires. C'est lui qui doit chercher le moyen. Et lui, s'il n'est pas capable de trouver ce moyen, les députés sont donc en droit de demander comment il fait pour qu'il n'y ait rien. Imaginez qu'aujourd'hui, un député provincial du Kwilu reçoit les émoluments de moins de $500. Aujourd'hui, je vous parle, moins de $500. Et donc, comment ces députés-là vont répondre aux besoins, non seulement pour lui-même, mais de sa population? Vous savez que là où ça choque, on parle du député, mais on ne parle pas du petit peuple. Mais comment vous allez parler du peuple sans parler de son représentant qui est déjà là-bas? Si le représentant lui-même n'a pas de moyens, comment on va trouver les moyens pour s'occuper de la population? Pourtant, il se bat pour lui-même d'abord. Non, il se bat pour la population, mais lui-même fait partie de la population. Si lui n'est pas bien traité, comment on va trouver des moyens pour construire des ponts? Comment on va trouver des moyens pour construire les écoles? Parce qu'en fait, dans les textes, il est dit que
de recettes de la province. Par exemple, chez nous, au Kwilu, les 40% de recettes vont à l'Assemblée. Mais imaginez que si des 40%, un député n'a pas $500, le gouverneur va rester avec quoi? Avec rien. Et c'est ça la source des tensions. Donc le vrai problème, c'est aussi les problèmes de moyens. Là, vérifiez bien, là où il y a un peu plus de moyens, il y a moins de tensions que là où il n'y a pas de moyens. Oui, hein, l'argent règle tout ça, on est un peu plus calme. Monsieur Jonathan Choukou, quelle est votre lecture de ce fait? Vous qui observez. Merci beaucoup, madame. Je commence par saluer la Fondation Friedrich Ebert qui a organisé ces cadres d'échange et qui appuie l'activité que nous lui avons proposée, c'est-à-dire organiser un débat citoyen autour de la question de la décentralisation. La décentralisation, comme l'ont dit les autres intervenants, c'est une réforme très importante pour améliorer la gouvernance dans notre pays. Malheureusement, les pilotages de la décentralisation posent problème. Les textes qui l'organisent sont mieux structurés, mais la mise en œuvre pose problème. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous veillons à ce que tout ce qui est prévu dans la loi soit effectivement mis en œuvre. Et en tant qu'organisation de la société civile, nous ne pouvons que organiser les cadres, encourager les échanges, afin que les entités qui doivent bénéficier de l'autonomie bénéficient effectivement de l'autonomie. Les élections locales, par exemple, s'il faut en parler, qui doivent être achevées, qu'elles soient achevées, parce que on continue à attendre les moyens. Ça, on n'en parle pas maintenant. Le gouvernement n'a pas les moyens. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il est prévu que les élections locales aboutissent par l'élection des animateurs au niveau local. Par exemple, vous avez des villes qui ont encore des animateurs qui sont nommés, alors que normalement, les villes doivent être gérées par des animateurs qui sont élus par les conseillers urbains. Et les conseillers urbains eux-mêmes ne sont pas encore élus par les conseillers communaux. Donc vous voyez que les non-parachèvements du processus entraînent un dysfonctionnement en termes de gouvernance. Et des crises que nous voyons parfois dans certaines entités comme les communes, entre le bourgmestre qui sont nommés et les conseillers communaux qui sont élus, ces crises-là sont dues au fait que le processus n'est pas achevé. Et c'est le moment d'attirer l'attention des autorités qui pilotent la réforme à pouvoir saisir cette question de demain et à accorder un peu plus de priorité, parce que si on veut un Congo développé demain, nous devons mieux organiser la décentralisation et veiller à ce que les animateurs du niveau les plus bas puissent mieux gérer les entités. Vous voyez, c'est un peu ce que je peux dire à ces niveaux. Monsieur Christian Moleka, est-ce que cette réforme est pilotée en bonne et due forme? Parce qu'on a les mêmes failles et le professeur reviendra pour dire que la représentativité déjà au niveau de l'institution présidence de la République n'y est pas. Quelle est votre analyse de politologue? Déjà, je pense qu'il faudrait, avant d'aborder votre question, faire un peu d'historicité. Parce qu'on ne peut pas saisir la décentralisation si on ne s'inscrit pas dans une dynamique sociopolitique du Congo. C'est que nous avons depuis 60 une forme de recherche d'équilibre entre ceux qui veulent d'un centre fort, donc parfois un État exacerbé, et ceux qui veulent d'une contestation d'un cœur, en allant vers une forme de balkanisation ou de sécession. Cette recherche d'équilibre, c'est un mouvement de yo-yo qu'on connaît depuis 60. Avec des variations, parfois un État hyper centralisé, on l'a vu avec Mobutu, puis tentative d'aller vers de l'éclatement, on l'a vu avec les provinces 7 au début, puis la Constitution a tenté de trouver une forme d'équilibre en ayant à la fois cet État à plusieurs étages que le professeur a rappelé, qui donne un équilibre entre un cœur qui demeure plus ou moins un pouvoir unitaire, mais avec des provinces qui ont plus d'autonomie et des entités décentralisées. Le problème, c'est qu'il y a les textes et il y a la pratique politique. Il y a des textes qui sont très évolutifs et une pratique politique qui résiste à l'évolution des textes. Vous avez donc un cœur qui a tendance à remettre en question toute la stratégie de textes juridiques qui a déployé un État en plusieurs étages. Vous avez prenez par exemple la Constitution, vous avez les 40%, la Constitution n'a jamais parlé de rétrocession, la Constitution a parlé de retenue à la source. À la source, on ne l'a jamais appliqué voilà. jusqu'à ce jour. La Caisse nationale de péréquation, on l'a jamais installée.
Vous avez encore jusqu'à récemment un débat sur le budget d'investissement qui était bloqué à Kinshasa, qui devait lui-même programmer les routes. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Vous voyez les travaux de la route, c'est financé par le gouvernement central, alors qu'on est dans une logique de libre administration. Voilà. Et donc il y a cette résistance qui fait que la volonté de mettre en œuvre les textes, la décentralisation, bute d'abord à notre culture politique qui n'a pas aussi évolué que nos textes. Pardon, est-ce que le PDL 145T rentre aussi dans cette logique-là? Non, parce que le territoire reste une entité déconcentrée et donc qui dépend de l'État central. Le 145 territoire, c'est l'État central dans ses démembrements qui se développe. Alors que la logique, c'était qu'on a des centres d'impulsion qui partent des provinces, qui partent des villes et des communes, à qui on transfère non pas seulement les compétences, mais on transfère également les finances. Et la Constitution était presque assez précurseur. Plutôt que d'avoir des recettes qui viennent à Kinshasa, ensuite renvoyées vers les provinces, on donnait aux provinces la possibilité de retenir les 40%. Justement pour éviter cette mainmise de Kinshasa, qui aujourd'hui d'ailleurs est dans des quotas. Hein. Il y a une quote-part définie assez arbitrairement par Kinshasa, qui donne selon au prorata de province. Et donc, malheureusement, les textes, on ne l'a jamais appliqué. Donc je suis d'accord avec le professeur pour dire que c'est une réforme mornée, parce que dès le départ, on a travaillé pratiquement à la phagocyter, à la vider de son essence. Après, il y a un problème d'animateur. Même là où on a tenté d'avancer, il faut voir la qualité des animateurs que nous avons mis en place. Prenez nos partis politiques. Lorsqu'ils alignent les candidats, essayez de voir qui vont au national, qui vont au provincial et qui vont au local. Il y a une très bonne étude du professeur Bob Kabamba qu'il a fait en 2006, et qui a démontré que les élections nationales, on avait plus des professeurs, des praticiens de la politique, et qu'au provincial, en première législature, on avait des commerçants et des enseignants. Et si vous regardez avec le local, ça s'est encore empiré. Donc, il y a une qualité moindre de personnel de politique à chaque fois qu'on descend de l'échelle. Et donc, autant on a des textes qu'on ne met pas en œuvre, autant on a un défi d'animateur et de financement, autant après, on a un problème d'appropriation. Ceux à qui on donne le pouvoir, est-ce qu'ils comprennent qu'on leur a donné suffisamment de pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre la décentralisation? Parce qu'on a donné le pouvoir au bourgmestre, on a donné le pouvoir au chef de secteur. Il ne faut pas qu'on lui rappelle qu'en tant que bourgmestre, tu as autant de pouvoir aujourd'hui pour mobiliser... Mais ils vous diront qu'on leur a donné le pouvoir, mais pas les moyens, parce que la ville continue à percevoir encore. Oui, mais juste, comme je le dis, il y a de la résistance, certes, des recettes, mais il y a également des possibilités de création de recettes. Le problème, c'est qu'il faut un management qui comprenne, par exemple, que moi, comme vous prenez par exemple en 2006, la ville de Kinshasa a eu une vraie bataille judiciaire avec la DGI pour créer la DGFK. Parce qu'on estimait qu'il y avait des recettes propres de la ville qu'on pouvait gérer à partir de la ville. C'était un management. Toutes les provinces ont copié les modèles DGFK, on a eu des DGFK dans toutes les provinces. Donc c'est le management politique. Lorsqu'on vous met bourgmestre et qu'on vous donne des compétences, mais on vous donne également des taxes. C'est à vous de savoir, voilà, moi en tant que bourgmestre de ma commune, voici ce que la loi m'a donné comme marge en termes de taxes, et je peux, en tant que manager, pouvoir aller plus loin. C'est vrai qu'il y a des obstacles. Vous prenez par exemple la loi sur l'assainissement, qui donne les compétences d'assainissement aux communes, mais tous les gouverneurs ont tendance à ramener la politique d'assainissement au niveau de la ville. Oui. Et donc à priver les communes de leurs compétences. Donc ça, c'est un vrai défi d'harmonisation des compétences entre les ETD et les provinces, entre les provinces et le gouvernement central. On a vu la bataille qu'on a eue autour de l'arrêt des recettes publicitaires, de culture et art, entre la ville et l'État central. Il y a cette tendance à résister, mais c'est aussi le management des acteurs que l'on met qui pose vraiment problème. Bon, on revient vraiment sur la responsabilité des animateurs, parce qu'il est clair sur le texte, professeur, qu'il y a eu une autonomie de gestion. On a donné le cas tout à l'heure de bourgmestres et tout ça qui ont la possibilité de se créer aussi des moyens pour gérer. Bon, maintenant, lorsqu'ils exécutent mal leur travail, ils font pas le travail qu'il faut, comment on fait pour les sanctionner? Parce que c'est cela. On les a rapprochés des citoyens, mais après, comment on les évalue? Comment on les sanctionne? Comment on fait le rappel à l'ordre? Cette question vaut surtout aussi pour les députés, parce que c'est eux le contrôle. En réalité, la décentralisation est synonyme de la mise en place des organes délibérants effectifs avec des animateurs locaux élus. Malheureusement, nous avons des fonctionnaires
de l'État à la tête des ETD, des entités territoriales décentralisées. C'est quel type de décentralisation? 20 ans plus tard, vous avez les mêmes animateurs qui sont nommés. Est-ce que ces animateurs nommés, d'abord, on assiste à une tension ou pas conflit entre les conseillers communaux et le bourgmestre et les bourgmestres qui pensent ne pas être redevables vis-à-vis de ces animateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont nommés par le ministère de l'Intérieur et ils sont redevables à l'autorité hiérarchique qui les a nommés. Alors, vous avez ces problèmes de redevabilité, vous avez ces problèmes de contrôle, ces problèmes de transparence, de reddition des comptes, mais également d'une gestion clientéliste. Et en conséquence, on ne peut pas parler de la bonne gouvernance sans pour autant qu'il y ait le contrôle. Et c'est quel type de décentralisation? Et comme vous pouvez le constater, cette décentralisation souffre de l'effectivité. Et en conséquence, on ne peut contrôler que celui qui a été élu par ses pairs. Et même à ce niveau-là, quand on essaie de voir le niveau national, où on demande le ministère, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui demande aux assemblées provinciales de prendre les actes d'engagement ou une mention où ils doivent interdire le motion de défiance et le motion de censure contre les gouvernements provinciaux. Alors, on comprend qu'il y a quand même un problème en termes de la culture de redevabilité. Oui, il y a un problème, mais peut-être que ça règle au moins le problème épinglé tout à l'heure par Maître Donald. Ils ont déjà faim, c'est pour ça qu'ils se comportent de cette manière-là. Alors, pour ne pas aller de motion en motion, tout paralysé, autant s'en arrêter là, peut-être momentanément. Le problème se situe à des niveaux. Le problème se situe à des niveaux. Le premier niveau, la décentralisation s'inscrit dans une dynamique de la démocratie. On ne peut pas vivre la décentralisation sans la démocratie, sans la culture démocratique, sans les infrastructures démocratiques. Et en conséquence, une motion de défiance et une motion de censure ne constituent pas des instruments politiques de règlement des comptes. Il n'y a qu'au Congo où on peut penser que la motion, les instruments de contrôle parlementaire peuvent être considérés comme étant une menace sécuritaire. C'est dans l'histoire de la doctrine, dans l'histoire de la décentralisation, c'est du jamais vu. Alors, de l'autre côté, il faut une approche intégrée de gouvernance. Il y a cette tension entre les partisans unitaristes et fédéralistes qu'on qualifie abusivement de forces centrifuges et de forces centripètes. En réalité, quand on voit notre pays, 4 langues nationales, toute cette diversité géographique, culturelle et autres, nous n'avons pas d'autre choix que d'appliquer à la rigueur le régionalisme constitutionnel et accompagné de la décentralisation. Mais quel niveau? Je crois qu'on est allé plus vite. Avec 145 territoires, si on pouvait avoir une décentralisation au niveau du territoire, on allait très vite développer ces pays. Et d'ailleurs, les Belges ont construit toutes les infrastructures avec les territoires. Et la plus vieille institution qui est restée non viable depuis 1885 à nos jours, c'est le secteur et chefferie. Les premières institutions décentralisées en République démocratique du Congo, c'est le secteur et chefferie. Mais malgré tout ce qui a été comme effort d'accompagner ces entités, même après l'indépendance, il y a eu des tentatives d'autonomie accordées à ces entités. Là aussi, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a cette oscillation au niveau des réformes entre les secteurs et chefferies et le territoire. Mais moi, je pense, à mon humble avis, que le territoire reste un cadre idéal parce que là encore, comme l'honorable Munongo l'a dit,
il y a des conflits identitaires qui sont nés à la suite du découpage des secteurs et chefferies. Il n'y a même pas de cohésion au niveau territorial. Manque de préparation aussi. Et là, les gens, il y a une identité locale qui ne favorise pas la cohésion, d'abord à l'échelle territoriale, à l'échelle provinciale, et même qui présente un risque d'éclatement national. Tout ce que nous avons comme crise politique aujourd'hui tire sa source dans les conflits locaux. Et en conséquence, si nous devons commencer progressivement à réfléchir sur le piste des solutions, vous avez des solutions comme le PDL 145 territoires, mais malheureusement, on ne peut pas développer un pays au niveau d'identité déconcentrée. On va y revenir. On ne peut pas développer un pays au niveau d'identité déconcentrée. On construit des infrastructures pour une entité qui n'a pas de personnalité juridique, qui va prendre soin de ces infrastructures, qui va accompagner ces infrastructures. Et voilà parmi les difficultés structurelles. Et si la décentralisation devait être appliquée au niveau des territoires, on devait y avoir une certaine cohésion, une certaine continuité territoriale et aussi avoir des infrastructures équilibrées. Mais là aussi, ça nécessite un peu qu'on mette un peu de l'ordre et aussi que les animateurs au niveau national ne travaillent pas pour leur propre province, mais aient une vision intégrée de travailler pour l'ensemble du pays, mais Merci, tout professeur. en veillant que ceux qui ont des moyens, au-delà de la solidarité nationale, on ne peut pas vouloir que le Kwilu se mette au même niveau que le Lualaba. Les inégalités, il y aura toujours des provinces riches et des provinces pauvres, mais il faut construire une certaine viabilité, que tous les Congolais vivent avec dignité et équité sur l'ensemble du territoire Oui, national. Princesse Dominique. Oui, non, j'aborde aussi, vraiment, je soutiens ce que vient de dire le professeur parce que il y a souvent des conflits de compétences entre les différents responsables des entités. Donc, il y a la commune, le gouverneur, la mairie. C'est un problème, moi, je crois, d'abord de gouvernance, d'appropriation des textes et puis aussi de transfert de compétences. Parce qu'on a nommé des gens par rapport à des affinités politiques, mais la personne qu'on a envoyée, par exemple, dans un territoire donné, elle n'a jamais travaillé dans la territoriale. Donc, elle vient, elle se dit, OK, je vais me faire de l'argent, ou je nomme aussi mon cousin, ou ma sœur là, mais cette sœur ou ce cousin n'a jamais travaillé dans la territoriale. Et automatiquement, ça devient des brimades par rapport à la population qui observe et tout est fortement politisé. Alors que normalement, quand on gère une entité, on devrait être au-dessus de nos appartenances politiques parce on est au service des gens. On devrait être au service des gens. La population, les infrastructures, sans nécessairement, c'est vrai, on peut être influencé par le parti politique, mais pas à outrance. Et donc, on constate que tout est politisé et les administrateurs de marché, des gens qui n'ont jamais géré un marché. Donc, il y a trop de désordre. Je crois que il faudrait peut-être former les responsables de ces entités-là. Amener les populations aussi, les différents administrés, à s'impliquer, à accepter qu'il y ait un processus de formation, renforcement des capacités de ces agents pour qu'on puisse voir dans la même direction. Sinon, nous allons vers un sérieux problème dans nos territoires et secteurs. En dehors de ça, ce que j'ai pu, par rapport, vous avez parlé de PDL 145. Oui, 145. Il y a moi je reviens de mon Loudi profond. Ouais. Il y a des immeubles qui ne sont pas encore terminés, donc on nous dit non là, c'était l'hôpital général qui devait, mais il n'y a pas de tôle, il n'y a rien. Donc on s'est arrêté, il n'y a pas de suivi. Ça c'est un autre problème. Il n'y a pas de suivi, donc tout doit venir de Kinshasa. C'est Kinshasa qui devra envoyer des gens pour aller faire le suivi, alors que le responsable de l'entité aurait pu gérer ça, mais il n'est au courant de rien. Donc là, vous dites seulement non, ils sont venus, mais ils sont tous partis, tout est bloqué, je ne sais pas. Et ça, ce n'est pas les bénéficiaires ne sont même pas c'est vraiment informés pénible, de ce qui sans se passe. oublier que maintenant les responsables d'entités n'ont pas de véhicules, n'ont pas, parfois ils circulent en moto. Donc il y a des petits problèmes qui sont là, qu'il faut gérer, sinon
ce n'est pas bon, c'est frustrant pour ces responsables, d'où les pillages, d'où la corruption, d'où le détournement, parce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils se disent, c'est mon opportunité. Hein, mais voilà, Maître Sindani, c'est Kinshasa le problème. Ça a été décrié plus d'une fois. Et Kinshasa, c'est le législateur, c'est le contrôle, c'est tout ça. Qu'est-ce qu'on fait à Kin? Madame, je veux revenir pour répondre à votre question, mais permettez-moi de faire un pas en arrière. Lorsque nous sommes en train d'échanger sur la décentralisation et principalement sur la question de l'élection au niveau local, nous donnons l'impression que les choses ont été faites correctement. Mais lorsque nous parlons des entités territoriales décentralisées, nous n'avons parlé que des villes pour parler de l'élection au niveau des communes. Mais nous ne parlons pas des secteurs. Déjà, aux communes, ça n'a pas encore marché. Non, d'abord, par rapport au principe, cette élection devrait se tenir tant au niveau de villes pour les communes qu'au niveau de secteurs et de chefferies. La République ne l'a organisée qu'au niveau des villes, et même parlant des villes, ne l'a organisée qu'au niveau de chefs-lieux de province. Je prends un exemple. Je vais revenir sur la question de moyens. Pour la province du Kwilu, nous avons 2 grandes villes. Bandundu-Ville, on organise les élections. À Kikwit, où il y a 2 communes, on n'organise pas les élections. Mais il s'agit de mêmes élections. Et là, je ne parle que de communes urbaines. Mais il y a aussi des communes rurales. Les anciennes cités devenues communes rurales, on n'organise pas les élections. Même si nous allions jusqu'au bout de la logique par rapport aux élections qui ont été organisées en 2023, il y aura toujours des problèmes. Au niveau de mêmes entités, nous aurons des entités au sein desquelles on a des dirigeants élus et d'autres où on a des dirigeants nommés. Et comment on peut fonctionner avec les entités qui ont des gens nommés et élus? Donc il y a déjà un problème. Alors, lorsque nous parlons de la question, je pense qu'on doit rentrer dans les fondamentaux en disant ce processus, on doit le recommencer là-bas. Mais on va dire qu'il n'y a pas de moyens, comme vous le dites. Mais la République doit faire des projections, sinon il ne fallait pas le faire. Parce que là, ça pose effectivement un problème. Alors, vous avez posé la question sur le mécanisme de contrôle, et vous dites tout c'est Kinshasa. Effectivement, il y a des problèmes, et M. Christian a parlé de la résistance. Des gens qui continuent à croire qu'on est dans le système unitarisme fortement centralisé. Je vous donne un exemple. Je suis président de l'Assemblée provinciale. Je reçois l'appel du vice-premier ministre de l'Intérieur qui me dit, honorable président, j'apprends qu'il y a une motion contre le gouverneur. J'ai dit oui, est-ce qu'il y a un problème? Il dit non, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit, qui vous a d'abord dit qu'il y avait une motion? Le temps que je quitte où j'étais pour avancer, je reçois un appel, un général débarque à l'Assemblée, chasse les députés, je parle de chasser, et laisse les policiers, personne ne peut entrer. Et ça, ce n'est pas les textes qui les prévoient. Et lorsque vous voyez, il y a quelques jours, on vient d'en parler ici sur, je ne sais pas comment on va appeler ça, un acte d'engagement où on ne peut plus. Voilà. Non, ça veut dire que le problème de Kinshasa, ce n'est pas le problème du Parlement. Le problème de Kinshasa, c'est le problème de l'exécutif qui continue à croire que les institutions provinciales sont sous leur tutelle. Alors que la Constitution, en disant que ces institutions sont dotées de personnalités juridiques et ayant leur autonomie, ces institutions doivent se gérer. Si nous pensons que nous ne pouvons pas aller avec cette donne constitutionnelle, réfléchissons l'État autrement. Mais pour l'instant, du moment où l'État, la Constitution, prévoit des institutions et donne des garanties de l'administration, de la libre administration des provinces, laissons ces provinces se gérer. Et il n'y aura pas de problème. Je voudrais terminer avec ce que le prof a dit sur les statuts de territoire. Je suis d'avis avec lui parce que j'estime que dans tous les cas, ces statuts-là sont conférés par les législateurs. C'est le législateur qui a voulu que les ETD, que les villes, communes, secteurs et chefferies soient des ETD. Le même législateur, au regard de la réalité sur terrain, peut réfléchir autrement. Et j'estime qu'effectivement, entre avoir 1109 ETD
et en avoir 145, je crois que logiquement, il serait plus souhaitable de faire des territoires, des ETD, parce que là, on aura les organes de gestion, mais aussi les organes délibérants. Maintenant, avec cette logique des 1000, vous aurez 1000 quelques organes de gestion et 1000 quelques organes délibérants. D'abord, on n'aura pas de locaux. Au niveau des secteurs, vous allez les placer où? Même déjà au niveau de villes, des capitales de province. Je prends un exemple de Bandundu-Ville. Mais le conseil communal, il y en a qui siègent, je voudrais dire, presque dehors. Et depuis qu'ils sont là, et j'ai posé la question hier, ils n'ont reçu les frais de fonctionnement que 2 fois. C'est-à-dire une fois la prime pour la session inaugurale, et tout le temps ici, une année après, nous allons 2 ans, une autre fois. Alors, maintenant, si nous en avons 1000, nous allons gérer d'où viendront les frais de fonctionnement et comment ça va se faire. Il y a donc intérêt à ce qu'il y ait une étude pour réfléchir autrement et accorder, notamment, sinon je vais dire principalement au territoire, un autre statut, parce qu'avec les territoires, les choses pourront aller un peu plus vite. La question ne fait pas débat. Hein. Lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, ça fait pas partie des questions d'actualité. Les Congolais se sont habitués ou ils en ont marre, ils attendent autre chose carrément. Madame, je voudrais d'abord revenir sur la question du statut de territoire, parce que c'est une question très importante. L'État a une rationalité qu'il faut bien saisir. Parce que si nous ne partons pas du fait que nous avons une angoisse presque naturelle de peur de balkanisation, alors on ne saisira pas parfois les résistances à faire du territoire une entité décentralisée. L'État, qui est aujourd'hui à plusieurs niveaux, a besoin d'avoir des pieds, c'est-à-dire une forme d'ancrage dans l'ensemble du pays. Et le territoire reste le seul ancrage où l'État central garde une forme d'autonomie d'action. Et donc, si aujourd'hui on réfléchit en termes de faire du territoire une ETD, ça veut dire que l'État central perd un ancrage et ça sera dangereux pour lui, sur l'ensemble du territoire, parce qu'il ne restera plus que les villages et les groupements. Parce qu'on a déjà les communes, les secteurs, qui sont des ETD. C'est un débat à faire sur quel modèle d'État on veut construire, partant des angoisses qui fondent notre façon de faire la politique. Et je crois que cette peur, entre guillemets, de laisser le territoire, c'est une volonté de s'appuyer sur les angoisses existentielles de balkanisation qui nous ont toujours tirés. Maintenant, oui, il y a cette angoisse-là. Des frustrations, on ramène les gens. J'en viens. Mais le problème, ce n'est pas le territoire. Le problème, c'est la planification que nous avons choisie. Pour passer de 9 à 11 provinces, nous avons pris du temps. L'expérience du Grand Kivu découpé, on l'a fait en étapes. On ne nous a pas obligés. Nous aurions pu choisir d'aller progressivement dans la décentralisation. C'est nous-mêmes, Congolais, qui avons voulu avoir cette expérience générale de la décentralisation à cause des intérêts des uns et des autres. C'est un problème de planification. Maintenant, après des planifications, je vous donne un exemple simple. On a voté les conseillers municipaux. L'État n'a pas budgétisé en 2025 le fonctionnement des conseillers municipaux. Donc ça, c'est un problème de planification. Comment vous planifiez des élections, sachant que vous créez des postes politiques sur lesquels il faudra payer les gens, et on se rend compte que le budget de l'année n'avait pas prévu des rubriques pour payer ces personnels-là, et on dit aux gens qu'il faut tenir jusqu'en 2026, le temps de trouver un nouveau budget, de trouver des rubriques. Ça, c'est un défi de planification que les Congolais, nous-mêmes, nous pouvons prendre autrement. Je crois qu'il y a un débat sur le statut des territoires, c'est un débat qui reste ouvert. Moi, je pense que ce qui nous pose problème, c'est la planification, c'est la viabilité des structures. Nous avons parlé de la caisse de péréquation. Le problème, ce n'est pas que le là-bas soit plus riche que le Kwilu. C'est que l'État savait au départ qu'il y aura des équilibres, et c'est pour ça qu'on a prévu une caisse de péréquation qui permettait de niveler. Et donc, si on n'a pas mis en place la caisse de péréquation, on ne permet pas de niveler et de ramener l'équilibre. Mais le Sénat a encore demandé récemment qu'on injecte. Elle n'est pas effective au sens... Pardon ? Le Sénat a encore demandé récemment d'injecter 20 millions pour justement l'opérationnalisation, mais on est en fin novembre. Oui, mais le problème, c'est pas simplement d'injecter de l'argent. On crée des structures, on injecte de l'argent qui se transforme en paye de fonctionnaires. C'est une nouvelle fonction publique où les gens trouvent leur salaire. Le problème, c'est l'efficacité des structures qu'on met en place. Et est-ce que nous sommes dans une logique
d'efficacité pour équilibrer le développement en allouant ces équilibres en péréquation tels que souhaités? Ou est-ce qu'on a créé une nouvelle administration où on a placé les gens qui reçoivent leur paye à la fin du mois, parce que c'est généralement, on crée des structures pour placer les gens et on les paye à la fin du mois sans grande efficacité. Là, c'est un autre débat. Et donc, notre défi à nous, c'est que nous avons des textes qui sont très progressifs et nous avons une culture qui ne s'adapte pas. L'honorable a rappelé le ministre de l'Intérieur. Mais nous avons un ministre de l'Intérieur qui demeure encore une forme de tutelle des provinces. Exactement. Alors que la Constitution a posé comme seul cadre de collaboration la conférence des gouverneurs. Et ce cadre est un cadre, je dirais, presque participatif. Ce n'est pas de la tutelle, mais nous avons une pratique politique qui demeure de la tutelle, fermeture de l'Assemblée provinciale, convocation du gouverneur à Kinshasa, et même parfois interdiction des élus, interdiction des motions. Cette pratique ne correspond pas à l'évolution du texte. Et donc ça, c'est un problème de pratique politique. Comment nous adaptons notre mentalité à l'évolution des textes? Est-ce qu'il faut faire de la formation? Mais prenons le modèle colonial. Les Belges avaient créé une école territoriale. Nous avons tenté de relancer l'école territoriale. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Nous avons une école territoriale au ministère de l'Intérieur. Le Belge avait une revue, le RUSAF, qui permettait à tous les membres du territorial de suivre de manière permanente les formations. Où est-ce que nous en sommes avec le RUSAF? La territoriale coloniale, ce n'était pas par nomination, c'était par concours. C'était par concours, où nous avons nous-mêmes déformé ce qui étaient les bases de l'État ancien. Il y a des choses à revoir dans le passé sur lesquelles on peut s'en inspirer. Est-ce qu'il faut une école pour la décentralisation? Moi, je pense oui qu'il nous faut une école pour la décentralisation, parce que que ce soit au niveau de secteur, que ce soit au niveau de Chiféry, que ce soit au niveau de commune, il faut un vrai travail de update de notre classe politique qui a besoin de progresser. Et s'il n'y a pas un management pour renforcer la qualité des ressources humaines, nos textes vont avoir énormément du mal à s'appliquer parce qu'on n'a pas les acteurs de la proximité qui comprennent les enjeux. Parce que peut-être il faut prendre les chiffres, parce qu'on parle souvent des ETD, mais c'est 33 villes, c'est 478 secteurs, c'est 259 chefferies, c'est 137 communes urbaines et 202 communes rurales. Donc quand vous le mettez ensemble, vous voyez ce que ça donne. C'est 1000 entités, mais si vous mettez en moyenne 10 personnes par entité, c'est 10 000 personnes qui sont concernées. Oui. Et donc, si vous n'avez pas, à ce niveau-là, 10 000 personnes qui s'approprient c'est quoi la décentralisation, c'est quoi les nouvelles compétences qu'on me donne, moi, comme bourgmestre, mais ces 10 000 personnes-là, ils prennent l'entité comme un nouveau mangeoire. Chacun estime que voilà, on a créé un nouveau mangeoire, où moi également je peux me retrouver, et on a créé des barons locaux qui s'enrichissent sous le dos de la population. En attendant le tour des autres. Et ça, ce n'est que la politique qui nous amène à ça, professeur. On va aller pour chuter bientôt par des recommandations. Voilà. Oui, 1109 ETD, c'est des trop. Des trop, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de coordination. Il y a un problème de financement. Et à travers même le titre que nous avions mené, nous parlons de dilution des moyens. Pourquoi? Parce que normalement, la décentralisation est complémentaire à la déconcentration. On ne peut pas, il n'y a pas une décentralisation sans déconcentration. Et c'est de là qu'il y a lieu aussi de réfléchir sur notre mode de structure de la décentralisation, parce que en réalité, en République démocratique du Congo, l'exécutif provinciaux ou locaux sont à la fois chefs de l'exécutif local, mais à la fois représentants de l'État. Et ça crée un conflit d'intérêts, si bien qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On est à la fois redevable devant son organe délibérant et on est à la fois redevable devant le pouvoir central. Le plus fort l'emportera. Et la réalité démontre que les animateurs locaux, provinciaux sont plus redevables vis-à-vis du pouvoir central qu'au niveau local. Les raisons sécuritaires telles que souvent avancées par le pouvoir central nous poussent un peu de changer les narratifs. Pourquoi pas aller dans la logique des préfets, avoir un haut représentant ou un fonctionnaire de l'État chargé de gestion des services déconcentrés et qui représente l'intérêt de l'État. Et à ce niveau-là, vous avez les exécutifs locaux qui gèrent les affaires locales et comme ça, on n'a pas un problème sécuritaire. On laisse la décentralisation
évoluer aussi dans un processus d'apprentissage. Est-ce que Christian Moleka, qui veille à ce que l'État ait une main mise, partage cet avis-là en 2 secondes? Nous avons déjà eu ce modèle de préfecture. Durant une période, nous avions une forme de bicéphalisme au niveau exécutif, mais c'était à l'époque du MPR. Oui, et si vous vous rappelez, ça a été source de beaucoup de tensions entre les gouverneurs et l'autre facette portée par le président provincial du MPR. Et c'est à cette l'occasion qu'on a tenté de fusionner pour avoir un monolithisme exécutif au niveau de la province. C'était un modèle trop politisé. C'est un modèle trop politisé dans le contexte de monolithisme politique. Mais dans un contexte de pluralisme politique, de la démocratie, et nous pensons que c'est cette tension qui va contribuer à l'équilibre du pouvoir, mais aussi à permettre la diversité culturelle. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que cette décentralisation conduit à des chasses à l'homme des non-originaires. La décentralisation n'est pas bien appropriée. Les fonctionnaires de l'État qui ne sont pas originaires des milieux, notamment les chefs de division et autres, se sentent en danger. Et vous avez l'expérience non seulement c'est toutes les provinces découpées. Au départ, vous étiez originaire d'un milieu avec un chef-lieu et subitement, du jour au lendemain, vous n'êtes plus originaire, il faut rentrer chez vous. Là, et vous entrez chez vous, on vous qualifie de diaspora. Voilà, on vous connaît pas. On vous qualifie un propre citoyen dans son pays, dans son milieu d'origine, on le qualifie de diaspora. Rentrer à Kinshasa, rentrer à Lubumbashi, rentrer à Kisangani. Alors, rentrer au Grand Bandundu, c'est maintenant que vous pensez à nous. Vous aviez tout construit là-bas, investi là-bas, tu es notable là-bas, laissez-nous. Alors, ça pose problème. En termes de pistes de solutions, en termes d'un État fonctionnel, d'un État stratège et la mise en place des institutions qui doivent contribuer à la paix, au développement et à la cohésion nationale, nous estimons qu'il est important d'avoir une réforme, même au niveau du cabinet du président de la République, pour qu'il y ait un conseiller principal en charge de la décentralisation et gouvernance locale. Un autre poste? Pas un autre poste, pas d'argent, parce qu'il y a des conseillers. Regardez le cabinet du président de la République. Personne ne s'occupe de la décentralisation et de la gouvernance locale. Et comment on peut réussir une réforme s'il n'y a pas une appropriation au plus haut niveau de l'instance de la République? Et que fait la conférence des gouverneurs? Le problème, il y a la vice-primature. Mais n'oublions pas que on est dans un système hybride, un régime hybride, semi-présidentiel, où le président de la République, l'institution président de la République, joue un rôle important. Alors, si le président de la République ne s'approprie pas de la décentralisation, comment peut-on réussir une réforme aussi stratégique? Et que fait-il lors de la conférence des gouverneurs? Le problème, c'est que, même parlant de la conférence des gouverneurs, les suivis, moins de 10% d'exécution des recommandations. Depuis le début jusqu'aujourd'hui, c'est toujours le même problème. Alors, le problème, c'est que s'il y a un suivi à tous les niveaux, la réforme ne restera pas orpheline. Et comment vous pouvez engager une réforme qui est à 99% financée par le bailleur de fonds? Il y a un problème d'appropriation, mais en termes d'efficacité, nous pensons que l'idéal, c'est d'avoir une décentralisation effective au niveau des secteurs et chefferies. Mais pour y arriver, autant mieux commencer d'abord au niveau des territoires. Pourquoi pas mettre en place un représentant de l'État, mais également des animateurs territoriaux élus au niveau des territoires. Ça nous fera des économies que d'organiser les élections pour 1109 entités territoriales décentralisées. Nous allons faire des économies, on va investir que d'avoir des structures budgétivores parce que disons, l'objectif de la décentralisation, ce n'est pas le garnissage institutionnel, mais c'est renforcer la proximité des gouvernances, mais surtout la fourniture des services de base aux communautés, à la population et surtout le développement local. Voilà ce qui améliore la qualité justement de la vie.
Peut-être pour en finir. Oui. Alors, ce que nous proposons que... Ah, vous n'aviez pas encore proposé. Oui, nous proposons que pour le développement du pays, on doit mettre en place un fonds d'appui au développement des provinces et des ETD. Et ce fonds-là va permettre une contractualisation des gouvernances avec tout le moyen possible et du pouvoir central et de la Caisse nationale de la péréquation et même le recette des ETD et des provinces dans une vision de contractualisation. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir des infrastructures et appliquer la solidarité nationale. On part de zéro, on va multiplier et puis on aura quel résultat? En réalité, le problème, ce n'est pas de détournement. Le problème, c'est de tirer les leçons par rapport au détournement. Pourquoi nous le disons? C'est qu'il y a des routes d'intérêt provincial et même des routes d'intérêt national. Vous avez par exemple une route, la province de Bazouele et la Chopo, non que c'est une distance de 350 km. Mais le Bazouele n'a que 109 km. Et le Bazouele ne sait pas aller jusqu'au Kivu et ailleurs sans passer par la Chopo. Mais dès lors que pour la Chopo, cette route-là n'a pas d'importance, ça pose problème. C'est la même chose pour le Haut-Ouélé. Et si je prends le Katanga, c'est la même chose. Alors, pour assurer une continuité territoriale, une connectivité territoriale et avoir un État fonctionnel, il est important de moderniser l'État et avoir des infrastructures qui vont encourager la viabilité des provinces et permettre une viabilité effective. Le programme PDL 145 territoires, c'est un programme qui était louable, mais c'est la mise en œuvre qui a posé problème. Mais par contre, si nous allons dans le Bénin voisin, qui est un pays africain, il y a le FADEC. Au-delà de la taille, le Bénin a mis en place un fonds FADEC, fonds d'appui pour le développement des communes. Et aujourd'hui, tant bien que mal, il y a des infrastructures minimum qui sont développées grâce au fonds FADEC. Et nous pensons que pour éviter les détournements, ce n'est pas seulement au niveau national, hein. C'est un virus national. Et au niveau local, c'est encore plus grave. Et en conséquence, si on a un cadre de contractualisation des gouvernances, de surveillance mutuelle, on peut avoir des infrastructures, assurer une certaine continuité territoriale, résorber le problème d'exode rural, de pression, tout ça. Parce qu'à cause de la pauvreté, tout le monde veut aller au Lualaba. Tout le monde veut aller à Kinshasa. Tout le monde veut aller à Lubumbashi. Alors, mais construisez des infrastructures pour permettre à un fonctionnaire de l'État, s'il est amité ou affecté à Lodja, ou si à Chouapa, tout ça, il peut aller avec fierté non, pas grâce à ces fonds, parce qu'il y aura des infrastructures, hôpital, école, il peut emprunter la route, et aussi ça peut permettre à chaque entité de développer ses ressources. Et je crois qu'il n'y a pas de province pauvre en République démocratique du Congo, mais c'est plutôt la qualité des politiques publiques qui ne tient pas compte des potentialités des provinces, l'absence d'infrastructures pour permettre à chaque gouvernement provincial de se développer. Vous avez 80% des routes qui sont dans un état de délabrement, les provinces sont enclavées et comme l'honorable l'a dit, par exemple, Dikoulou, alors si déjà un député provincial, un honorable député provincial peut toucher $300, ça démontre que le fonds que la province reçoit n'est pas à mesure d'assurer même son propre fonctionnement. Alors comment on peut construire des routes, comment on peut construire des écoles, comment on peut construire des hôpitaux? Conclusion, Maître Donald. C'est de vous remercier et de dire que la voie de la décentralisation est salutaire pour la République, pour la gestion de la République. Et que, pour ma part, je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est de respecter les textes. Parce que le problème qu'il y a, c'est le problème de respect des textes. Parce que si nous respectons les textes, d'abord, il n'y aura pas les rétrocessions à envoyer. Les provinces vont retenir les 40%. Il y aura la Caisse nationale de péréquation qui va régler la question des inégalités.
Mais je voudrais revenir au-delà de cet aspect sur le fait que le nombre, quelle que soit la situation, je veux M. Christian dire que le territoire reste presque, je dirais, le bras séculier du pouvoir central, mais en faisant quoi? Quelle est la garantie qu'on a que lorsque le territoire reste une entité déconcentrée, le pouvoir central gagne? Il gagne quoi? Le problème, c'est permettre à ce pouvoir central, pouvoir organisateur des institutions, de faire en sorte qu'on ait au niveau local des animateurs élus. Et nous ne saurons pas le faire avec les 1109 entités. On peut bien rêver, mais nous ne saurons pas le faire. Par contre, en ramenant la logique autrement, ça ne veut pas dire que les secteurs et les chefferies garderont leur statut actuel. C'est une réflexion pour dire, si les territoires deviennent les entités territoriales décentralisées, à ces autres entités, on accorde un autre statut pour l'intérêt de la bonne gestion. Parce que dans tout le cas, les 145 territoires, c'est facile à les gérer. Mais les 1109, nous resterons pendant tout un siècle en train de chercher les moyens pour organiser les élections et faire fonctionner... Ça fait déjà 20 ans de décentralisation. Et faire fonctionner ces entités. Je vous remercie. Vous voulez conclure ou vous voulez réagir, M. Moleka? Mais il y a un élément important, parce que le débat, on soulève un élément important malheureusement à la fin. C'est que la décentralisation n'a de sens que si ça renforce la proximité. Quand nous disons territoire, le territoire, ce n'est pas la proximité. Vous prenez un territoire comme Bafoussende, c'est un pays. C'est un pays. On le dit territoire dans notre appréhension, mais vous prenez la superficie, vous l'appliquez ailleurs, c'est un pays. Donc on ne fait pas de la proximité au niveau du territoire. On fait de la proximité au niveau de communes, au niveau de secteurs, au niveau de chefferie. Le problème, c'est comment, les problèmes, c'est comment on rationalise. Je suis d'accord avec vous qu'on peut rationaliser et qu'il faut approfondir la réflexion sur comment on rationalise. Je reste ouvert au débat sur le niveau de territoire, tout en vous rappelant l'angoisse qui a toujours fondé l'État chez nous et qu'il faudrait avoir ces deux prismes-là. Sans ces deux prismes-là, la réforme ne passera pas. Moi, je crois que le problème, c'est à ce niveau-là. Il faut penser à rationaliser, oui, mais il faut davantage penser à une programmation. Notre vrai problème, c'est qu'on ne fait pas de la programmation. On a fait le découpage, on est passé, la Constitution avait dit qu'on devait appliquer les 26, il y avait un chronogramme qu'on n'a pas respecté, on a mis en place en 2011 un dispositif qui permettait de violer, mais légalement. Ensuite, on a fait du découpage politique en 2015, précipité pour des raisons politiques, pour passer à 26 sans tenir compte de la viabilité. Je suis également d'accord sur le fait qu'il faut penser comment viabiliser par les fonds, mais le problème, c'est l'aménagement du territoire. C'est que nous sommes en train de dire, relève l'aménagement du territoire. Nous avons un PNST, un plan stratégique de développement. Nous avons un ministère de l'aménagement du territoire. On a créé l'ANAT, l'Agence nationale et territoriale. Il y a moyen, avec les outils existants, de renforcer l'aménagement du territoire. Et de ne pas faire du ministère de l'aménagement un ministère politique. C'est un ministère technique qui a un vrai travail d'équilibrage de développement. Parce que la manière dont on remet les routes, la manière dont on oriente les projets de développement permet également d'équilibrer les développements. Parce que si on dit aujourd'hui qu'on privilégie RN1 sur RN3 ou sur RN19, eh bien, on travaille soit à déséquilibrer l'infrastructure. Vous prenez la ville de Kinshasa. Tous les projets d'infrastructure tournent à 90% sur Gombe, qui déjà en termes d'équipement est mieux outillé que les communes comme Kimbanseke, Massina, Ntsele. Ça veut dire, par notre manière d'aménager, nous renforçons le déséquilibre entre les communes les plus nantis et les communes le moins nantis. Ce sont des choix politiques. Après, plutôt un fonds, c'est possible. Mais est-ce que la caisse de péréquation n'est pas suffisante? Notre problème, moi, je crois que l'honorable a raison, c'est pas les textes. Mais il faut laisser les textes respirer. Les réformes, comme la décentralisation, ce sont des processus qui prennent du temps. Au Congo, nous ne laissons pas les textes respirer. Nous réformons tous les 2 ans, tous les 3 ans, sans avoir laissé aux textes le temps de maturer et d'en tirer les leçons des erreurs. Je crois que le problème, c'est pas les textes. Les problèmes, c'est les hommes. Les problèmes, c'est notre culture politique, notre pratique politique qu'il faut améliorer. Et peut-être aussi l'essence du politique. Parce qu'on discute ici développement. Est-ce que nos politiques font de la politique pour le développement? Si les politiques ne font pas de la politique pour le développement, on peut faire tous les beaux débats du monde. On n'aura pas abouti à des bonnes réponses. Peut-être pour finir. La géographie, ça sert à faire la guerre.
l'aménagement du territoire, ça sert à faire la guerre. Pour un pays qui a de conflits à l'Est, nous n'avons jamais pensé que les routes pouvaient servir de logistique. Et nous continuons à avoir un modèle aéroportuaire. On prend l'avion, tout le monde dit aéroport de Goma, alors qu'on peut utiliser les routes pour alimenter les régions et donc à faire la guerre. Ça, c'est un problème de vision des acteurs politiques. Et donc, si on n'a pas les acteurs politiques qui ont une vision de développement, qui sont animés de la volonté de développer le pays, on peut leur donner tous les beaux textes du monde, ils ne feront rien. Madame Dominique. Ajouter d'abord, calmer monsieur Moleka qui parle de cette angoisse qui le saisit à chaque instant. Je crois que petit à petit, il faudrait qu'on enlève cette angoisse. Les Congolais ont pris conscience qu'on n'a que ça comme pays, la République démocratique du Congo. Peut-être la décentralisation nous aiderait, ou la régionalisation, ça va nous aider à mieux gérer et à mieux développer nos contrées. Mais avec en dehors de ça, absolument, politique. c'est la volonté politique et la répartition des fonds par rapport à la caisse de péréquation. En dehors de ça, le pays est tellement grand. Moi, je suis du territoire de Lubudi. C'est comme un pays, comme vous le dites, c'est immense. Quand je descends, mais je rentre stressé parce que tu vas d'un coin à un autre et les routes, et là, dans certains coins, il n'y a pas d'État. Donc, c'est le monsieur de l'ANER, le responsable de l'ANER qui met de l'ordre. C'est lui qui est le représentant de l'AT puisqu'il n'y a pas de route. Donc, l'AT ne prend pas, n'ayant pas de véhicule, ne peut pas arriver dans ces contrées-là. Donc, toute une chefferie où on ne voit pas l'AT. Donc, c'est le responsable de l'ANER qui est à vélo. C'est lui qui fait la loi, qui fait fouetter, qui fouette les gens, voilà. Donc, tout cela, moi, je crois que on a besoin quand même d'avoir toutes ces entités. Au lieu de dire que non, on doit réduire. Il y a des endroits où ils ont besoin réellement d'avoir des gens, des interfaces. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ils ne sont pas dirigés. Il n'y aura pas d'État dans certains coins s'il n'y a pas ces personnes animées de bonne foi qui ne sont peut-être pas bien payées, mais qui sont là. Quand vous arrivez quelque part, on dit non, il y a le responsable de l'ANER, le responsable de l'immigration, parce que chez nous, il y a des Chinois qui circulent un peu partout dans les coins reculés. Et donc, on a besoin de ces personnes-là qui ne sont pas de l'AT, c'est pas l'AT, mais qui sont quand même dans ce coin malgré les sacrifices. En dehors de ça, par rapport aux routes, il y a les cantonniers. Nous, chez nous, on a instauré un système de cantonnage manuel. Et nous, je veux dire, voilà, ça c'est un peu la responsabilité des députés. Autant c'est l'État qui devrait faire, c'est l'exécutif, mais quand on arrive dans certains coins, l'exécutif ne fait pas, je prends cette responsabilité de dire, ok, je prends 20 personnes, 25, est-ce que vous ne pouvez pas m'aménager cette route? Je vous donnerai 10 000 par jour. Ok, en 20 jours, est-ce qu'on peut, et voilà, il y a ce genre, non, ça n'a rien à voir avec les émoluments. Donc, ce genre d'initiative, on doit les avoir. Mais maintenant, c'est au niveau national de comprendre, au niveau provincial, qu'il faudrait absolument avoir des contacts avec les athées, les administrés qui sont là. Parce que sinon, il y a cassure. J'ai compris qu'il y a gap entre les gouvernements. Là, je parle maintenant au niveau provincial et les territoriales. Donc, les autres, il n'y a pas de communication. Il y a un problème aussi. Transfert de compétences, former les gens, se réunir de temps en temps parce que dans certains coins, le gouverneur devient comme un petit dieu par rapport aux autres et on peut même pas y accéder pour l'avoir ou le voir. Ça devient des audiences et des audiences alors qu'il faudrait qu'il ait l'habitude de se concerter avec les gens. On n'a pas beaucoup parlé de l'insécurité. Ça sera certainement pour une prochaine émission. Certainement parce que on ne peut pas, dans nos coins reculés, c'est lié à ça. On rançonne les gens. Il y a des barrages à longueur de journée. Vous faites 10 kilomètres barrage et il faut payer. Il y a une certaine insécurité qui a pris vraiment le jour dans nos contrées lointains de la RDC. Donc, on a du travail et voilà, en conclusion, je voudrais vraiment qu'on puisse tous ensemble avoir cette vision de développement, cette vision aussi de nous approprier les textes parce que c'est vrai, les gens ne lisent pas, ils ne liront même pas du reste. Mais c'est à nous maintenant d'organiser, peut-être en tant que député. Quand je descends souvent, j'organise des rencontres de 300 personnes où on parle, on essaie de leur expliquer que la loi dit ceci, mais c'est pas facile, hein. Ce n'est pas évident parce que les gens de l'administration croient qu'ils connaissent tout. Oui. Alors qu'ils ont besoin d'apprendre aussi. Ça aussi, c'est le problème congolais de dire oui, je sais, mais on a besoin de s'asseoir, de se dire j'ai besoin aussi d'apprendre. Donc, je sollicite vraiment à la Fondation Frédéric Ebert qui nous a reçus qu'on puisse voir comment organiser ce genre de conférences avec les agents de la territoriale. Ça pourrait toujours aider à renforcer nos capacités, à nous amener à aller de l'avant pour la RDC. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Jonathan Chouka, vous vous rendez bien compte que l'initiative est tellement louable
que on n'a presque pas fini avec cette matière. Quelle conclusion vous trouvez pour la circonstance? Merci beaucoup. Nous nous sommes rendus compte que la décentralisation, c'est une bonne chose pour la République. Cette décentralisation comme technique de gestion a aidé beaucoup de pays africains à aller vers le développement. Mais il y a beaucoup de choses à faire chez nous. Nous devons donc évaluer ces processus et voir qu'est-ce qu'il faut réformer. Les profs a produit un article impeccable et je crois que il a été enrichi par les échanges autour de cette table, les recommandations. Je pense qu'il va les intégrer pour arriver à des recommandations plus adaptées et qui vont nous aider effectivement à produire une note de plaidoyer adressée aux autorités pour aller vers des réformes qui vont profiter à la République, qui est de maintenir l'état actuel de la décentralisation qui ne nous permet pas de vivre les retombées réelles qui sont attendues. Et le livre du professeur Ursule Lelo Dimakangu, intitulé « Insuffisance pondérale de la réforme de la décentralisation en République démocratique du Congo » sera publié très vite par la Fondation Friedrich Ebert. Merci encore. Merci pour vos contributions. Je n'ose pas commenter vos recommandations. Plein succès aux députés. Vous avez du pain sur la planche. Et merci à vous de l'Observatoire. Merci aux politologues. Merci à la science. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. L'émission était trop courte, il me semblait. On devait avoir une autre séance. On n'a pas abordé l'aspect d'encadrement et la suppression des fonctions des directeurs des provinces. Aujourd'hui, ah oui, il y a les directeurs des provinces.